Bonjour à tous, nous allons maintenant entamer le chapitre 4 qui porte sur la main et nous allons commencer par voir la cinématique articulaire de la main. Alors, les mouvements de la main sont représentés ici sur cette photo. Dans la ligne du haut, vous voyez tous les mouvements des doigts et dans la ligne du bas, vous voyez les mouvements du pouce. Donc, de gauche à droite pour les doigts, vous voyez la flexion des doigts, puis l'extension, l'abduction des doigts et enfin l'adduction des doigts. Pour le pouce, qui est la ligne du bas, donc de gauche à droite, vous voyez la flexion du pouce, suivie de l'extension du pouce. Vous avez également l'abduction du pouce, de même que l'adduction du pouce, et on termine par l'opposition du pouce avec le petit doigt. Alors, l'articulation de la main, c'est en fait 4 articulations, en tout cas au niveau des doigts 2 à 5. Il y a l'articulation carpométacarpienne, donc que vous voyez dessinée tout en bas sur le dessin, puis l'articulation métacarpophalangienne qui se trouve donc entre les métacarpes et les phalanges, et puis vous avez les deux articulations interphalangiennes que sont l'articulation interphalangienne proximale et l'articulation interphalangienne distale. Au niveau du pouce, on compte 3 articulations différentes, donc l'articulation entre le trapézium et le premier métacarpe, c'est donc l'articulation métacarpienne, puis vous avez l'articulation métacarpophalangienne qui se trouve au milieu, et tout en haut, vous avez l'articulation interphalangienne, et au niveau du pouce, comme il n'y a qu'une phalange, comme il n'y a que 2 phalanges, pardon, il n'y a qu'une articulation interphalangienne. Alors voyons maintenant quelles sont les amplitudes des mouvements, et d'abord les amplitudes des mouvements au niveau du pouce. Donc au niveau du pouce, l'articulation métacarpophalangienne a 2 degrés de liberté, la flexion-extension et l'abduction. Donc en flexion, si on part de l'extension complète jusqu'à la flexion complète, il y a une amplitude d'environ 50 degrés. Idem pour l'abduction, si on va de l'adduction complète à l'abduction complète, on a une amplitude d'environ 60 degrés. Au niveau de l'articulation métacarpophalangienne du pouce, il n'y a qu'un degré de liberté qui est la flexion-extension. Flexion qui, suivant les individus, peut aller de 50 à 75 degrés et en l'extension ne dépasse pas en général les 10 degrés. L'articulation interphalangienne, elle a elle aussi un seul degré de liberté. En flexion, le mouvement peut représenter une amplitude d'environ 70 à 80 degrés, et en extension, suivant les sujets, euh, le, le pouce peut aller entre 10 et 30 degrés d'extension maximale. Et donc je vous rappelle que ces angles sont donnés par rapport à la position anatomique du sujet. Alors si maintenant je vais au niveau des articulations des doigts 2 à 5, l'amplitude au niveau de la métacarpophalangienne, donc il y a tout d'abord, il faut dire, 2 degrés de liberté plus une très faible rotation dont on ne va pas parler parce qu'elle est toute petite. La flexion, elle peut aller jusqu'à 90 degrés, et en extension, on peut aller jusqu'à 30 degrés par un mouvement actif, et on peut, de façon passive, aller jusqu'à une extension de 70 degrés. Si je regarde maintenant l'abduction, l'abduction c'est quand on écarte les doigts et l'adduction est quand on ferme les doigts. Alors l'amplitude de ce mouvement entre deux doigts, elle va être comprise entre 20 et 40 degrés suivant les doigts et suivant les individus. Alors l'amplitude est la plus petite entre le doigt 2 et le doigt 3. Alors
Pour rappel, le doigt 3 ne va pas bouger, ce sont les autres doigts qui vont s'écarter du doigt 3. Donc je vous disais, l'amplitude est la plus petite entre le doigt 2 et 3, et ensuite elle augmente jusqu'à être la plus grande entre le doigt 4 et le doigt 5. Voyons maintenant l'amplitude des mouvements au niveau des articulations interphalangiennes proximale et distale. Ces deux articulations n'ont qu'un seul degré de liberté, qui est la flexion-extension. Au niveau de l'interphalangienne proximale, la flexion peut aller jusqu'à 180 degrés et il n'y a pas de mouvement en extension. Pour l'interphalangienne distale, la flexion va augmenter jusqu'à environ 80 degrés et on peut avoir une extension dans l'interphalangienne distale qui peut atteindre 5 à 20 degrés suivant la laxité ligamentaire des différents sujets. Alors, au niveau des articulations carpo-métacarpiennes, vous voyez ici une vue palmaire de la main droite montrant une représentation de la mobilité des 5 articulations carpo-métacarpiennes en flexion. La première articulation, elle est très mobile. Les deux articulations 4 et 5 sont relativement mobiles, tandis que les deux articulations centrales, l'articulation carpo-métacarpienne numéro 2 et l'articulation carpo-métacarpienne numéro 3, ces deux articulations sont quasi immobiles. Donc sur la diapositive suivante, illustre la mobilité carpo-métacarpienne des doigts 4 et 5. Vous voyez, la ligne blanche représente la position détendue des quatrième et cinquième métacarpiens lorsque on serre le poing, mais de façon relativement détendue. Et par contre, si on serre le poing de façon serrée, vous voyez que cette ligne bouge et donc il y a un mouvement au niveau des carpo-métacarpiennes 4 et 5 qui est de l'ordre ici de environ 20 degrés. Alors disons maintenant un mot sur l'articulation carpo-métacarpienne du pouce. Et donc si vous regardez la surface articulaire entre le trapézium et le premier métacarpien, vous voyez que ces deux articulations ont une forme de selle de cheval que nous avons vu dans la première partie, dans le chapitre 1 du cours d'analyse du mouvement. Et donc, vous voyez qu'évidemment, la surface qui est convexe sur une articulation est concave sur l'autre et inversement. La diapositive suivante illustre la cinématique de l'abduction de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce droit. Vous voyez que l'axe de rotation, qui est donc représenté par un petit point bleu, que cet axe de rotation passe par la base du premier métacarpien. Et donc vous voyez que quand on fait une abduction, on a à la fois un mouvement de roulement et un mouvement de glissement du métacarpe sur le trapèze, appelé aussi trapézium. Et l'abduction complète va étirer le ligament intermétacarpien et le ligament collatéral radial, de même que le muscle adducteur pollicis. Une cinématique inverse va être observée lors du mouvement d'adduction. Voyons maintenant ce qui se passe lors du mouvement de flexion-extension de la carpo-métacarpienne du pouce. On voit que dans ce cas, l'axe de rotation passe par le trapézium et non plus, comme c'était le cas dans l'abduction, par la base du premier métacarpien. Vous pouvez voir sur ces illustrations que lors du mouvement de flexion et d'extension, le métacarpe du pouce effectue un mouvement de roulement et de glissement sur le trapézium. Là, en A, vous voyez que la flexion est associée à une légère rotation médiale
provoquant une élongation du ligament collatéral radial. Le ligament oblique antérieur est quant à lui relâché. Par contre, pendant l'extension de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce, que vous voyez en B, on observe une légère rotation latérale du pouce qui provoque un allongement du ligament oblique antérieur. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des mouvements d'opposition, donc ce qui se passe au niveau de la carpo-métacarpienne du pouce, lorsque on va opposer le pouce au petit doigt. Et donc la cinématique de l'opposition vous est présentée sur la diapositive ici. À gauche, vous voyez les deux phases d'opposition. 1 quand le pouce est en abduction et 2 quand le pouce est en flexion avec une rotation médiale. À droite, vous pouvez voir que le ligament oblique postérieur se tend et que l'opponens pollicis va se contracter pendant le mouvement d'opposition. En fait, l'opposition totale comprend une rotation médiale du pouce de 45 à 60 degrés. La majeure partie de cette rotation se produit au niveau de l'articulation carpo-métacarpienne du pouce, mais aussi dans une moindre mesure au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne et de l'articulation interphalangienne. Le trapézium subit également une rotation médiale qui va amplifier l'amplitude de la rotation du métacarpien. Le petit doigt va aussi, lui, contribuer à l'opposition par un mouvement au niveau du 5e carpo-métacarpien. Ce mouvement permet à l'extrémité du pouce d'entrer plus facilement en contact avec l'extrémité du petit doigt. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau des articulations métacarpo-phalangiennes et interphalangiennes du pouce lors de la flexion. On peut constater sur ce dessin que l'axe de rotation pour la flexion et l'extension se trouve au niveau de l'os proximal de ces articulations et qu'elle est orientée dans la direction antéro-postérieure. Dans ces deux articulations, il y a un mouvement de roulement et de glissement de l'os distal sur l'os proximal. Et comme nous le verrons dans la présentation suivante, cette flexion est générée par le long fléchisseur et le court fléchisseur du pouce. Et on peut constater sur la dia ici que certains tissus sont étirés, comme par exemple les capsules dorsales des articulations. Et donc cet étirement est représenté par les flèches noires fines sur cette illustration. Alors, si maintenant je vais regarder les articulations métacarpo-phalangiennes des doigts 2 à 5, on voit que cette articulation est convexe du côté du métacarpe et concave du côté de la phalange. Et donc, vous voyez ici sur ce dessin les articulations métacarpo-phalangiennes des doigts 2 à 5 lors du mouvement de flexion. Donc, on a ici une vue latérale pour ce qui est de la flexion et l'extension. Donc en A, c'est le mouvement de flexion, en B, c'est le mouvement d'extension. Vous voyez que l'axe de rotation est orienté dans la direction médio-latérale et qu'elle passe par la tête du métacarpien. En A, vous voyez la flexion pendant que le muscle flexor digitorum profundus est activé. Le tendon de ce muscle traverse en fait des poulies qui s'appellent ici A1 et A2 et qui donc sont situées à l'intérieur des gaines fibreuses digitales. La flexion va étirer à la fois la capsule dorsale et la majeure partie du ligament collatéral radial. Dans l'articulation métacarpophalangienne, il y a à la fois un mouvement de roulement et un mouvement de glissement de la phalange sur le métacarpe.
Dans la partie B de la figure, on observe que l'extension est contrôlée par la coactivation de l'extenseur digitorum et des muscles intrinsèques des doigts. En fait, en position étendue, la plaque palmaire est tendue tout en créant un relâchement relatif dans la partie latérale du ligament radial. Voyons maintenant les mouvements au niveau de l'articulation métacarpophalangienne et interphalangienne proximale lors de l'abduction des doigts. Ce qui est représenté sur cette dia, c'est uniquement l'abduction de l'index du doigt numéro 2. Comme on le verra dans la partie suivante de ce chapitre, l'abduction est générée par le premier interosseux dorsal qui s'appelle ici DI1. En abduction complète, il faut savoir que le ligament collatéral ulnaire va être tendu et que le ligament collatéral radial va se relâcher. Il faut également noter que l'axe de rotation pour ces mouvements se trouve situé dans la tête du métacarpe et que lors de l'abduction, la première phalange va rouler et glisser sur la tête du métacarpe. Décrivons maintenant les mouvements au niveau de l'articulation métacarpophalangienne et interphalangienne. Notons qu'en raison de la forme de la tête du métacarpe, que cette tête n'est pas sphérique en fait, et donc de ce fait, lorsque la phalange va rouler et glisser sur la tête du métacarpe, la longueur des ligaments collatéraux va augmenter. Lorsqu'on est en extension complète, la longueur de ces ligaments est de l'ordre de 27 mm et elle passe à 34 mm lors de à 90 degrés de flexion. Au contraire, dans l'articulation interphalangienne proximale, les distances entre les attaches proximales et distales de l'ensemble des ligaments collatéraux restent relativement constantes parce que ici la tête de la première phalange est quasi. Alors on voit ici les articulations interphalangiennes des doigts 2 à 5. Et on a ouvert les articulations pour vous montrer leur forme. Et donc, vous voyez que côté proximal, on a une articulation qui est convexe, alors que côté distal, on a à chaque fois une articulation qui est concave. Voyons maintenant un peu la cinématique articulaire de ces articulations interphalangiennes proximales et distales. On va regarder ici essentiellement l'index et donc on peut voir que l'axe de rotation se trouve chaque fois au niveau de la tête de l'os proximal. On peut également constater que dans chaque articulation interphalangienne, il y a un glissement et un roulement d'une surface articulaire sur l'autre. Dans l'illustration qui est représentée ici, les articulations métacarpophalangiennes et interphalangiennes sont représentées donc en flexion sous l'action d'une forte contraction des fléchisseurs superficiels et profonds des doigts, et de ce fait la flexion va allonger les capsules dorsales des articulations interphalangiennes. Voilà, ceci termine donc la partie cinématique articulaire des doigts et de la main, et dans notre dernière présentation, nous allons parler des actions musculaires pour faire bouger les doigts et les différentes parties de la main.